La vie, la mort. De quoi s'agit-il? Pour commencer, ce que je dirais à ce propos, c'est que c'est relatif à l'époque, à un lieu, à une individualité, ainsi qu'à un collectif, une culture. Depuis des temps presque immémoriaux, l'être humain pense que la vie après la mort existe. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit que les champs neuf vies? Pourquoi parle-t-on de résurrection, de réincarnation ou de réincorporation? Je vais m'intéresser dans ce nouveau podcast de l'heure lunaire à ce sujet profond, mystérieux, subjectif. Et je, Étienne, un Étienne parmi d'autres, à peine âgé d'un quart de siècle, sans aucune importance, je vais traiter de ce sujet avec subjectivité, selon mes perceptions, ce que je pense, et non mes croyances, car je pense que la croyance par exemple, en une vie après la mort, le fait de croire en cela amène, automatiquement ou non, selon les réalités que nous nous sommes créées par le passé, cela nous amène à créer des biais en nous, à fermer des portes, et non plus à garder un esprit qui serait davantage ouvert. Je suis là dehors, la nuit, une belle nuit étoilée, avec une brise légère, une lune descendante, d'une couleur jaune orangé. Et je me sens bien. Je me sens bien, malgré le fait que moi, Étienne, je le disais, en tout cas il s'agit juste là de mon prénom, c'est ça que je disais. Ce que je veux dire, c'est personnellement la vie, la mort, et je pense que nous sommes beaucoup à connaître cela. Je ne suis pas une exception en aucun cas. C'est que la vie et la mort, je les sens en moi. Je sens cette pulsion de vie qui m'anime, mais aussi cette pulsion de mort qui parfois, à certains moments de cette expérience, de ces phases, de ces moments de vie, ces tranches, j'expérimente des moments de vide où la mort me côtoie. Et je pense personnellement, pour avoir vécu des expériences paranormales, du point de vue des croyances populaires, ce que l'on classe comme étant paranormal ou non, ou en tout cas d'un certain ordre établi, plutôt que des croyances populaires en fait. J'ai vécu une expérience entre autres qui me pousse à penser qu'il y a de la vie ailleurs, qu'il y a et qu'il y aura de la vie après les humains, après cette planète, qui, qu'on le veuille ou non, finira elle aussi par, dans un sens, rendre l'âme, elle qui, peut-être, est sentiente, cette planète qui nous abrite et qui n'est pas dénuée d'intelligence. La planète Terre, dont nous sommes une extension, est possiblement en vie, elle aussi. Et comme je le dis, et comme je suis loin d'être le seul à le dire, cela est de la connaissance basique,
planète Terre finira par devenir une planète sans vie au bout de centaines de millions d'années, de milliards d'années. Il y a une personne que j'ai rencontrée en cette année de 2024 qui me disait que pour sa part, lui, pense que autour de chaque étoile, ou en tout cas parmi une quantité assez importante d'étoiles, se trouve la vie. La vie que l'on définit selon des critères qui sont les nôtres en tant qu'humains. Humains qui, parmi toute cette vie, parmi toute cette mort que l'humain engendre, et cette vie aussi, inévitablement, l'humain, autant au niveau individuel, ce que je ressens pour ma part dans ma chair, que je ne peux pas confirmer pour les autres, mais que je peux sans aucun doute presque affirmer qu'il s'agit là d'une certitude, que d'autres personnes vivent dans leur chair la vie et la mort. L'être humain est un être paradoxal qui engendre à la fois la vie et la mort, comme d'autres animaux, à différentes échelles, bien sûr. Si je dis ça, ce qui est à mon sens une évidence, que l'humain engendre à la fois la vie et la mort, si je dis ça, c'est parce que parmi tout le vivant qui existe sur cette planète, l'être humain a fini par s'en détacher d'une certaine façon, ou d'une façon certaine. Subtile nuance. L'être humain qui, depuis des millénaires, s'est mis à rationaliser davantage l'environnement l'entourant, probablement autour de 1000-1500 avant notre ère, celle que l'on nomme de Jésus-Christ. Ce serait donc à partir de l'ère athénienne où se développe ce qu'Hérodote nommera la démocratie, que l'être humain commença petit à petit à se défaire de la nature, ce qui aura atteint un paroxysme bien plus tard, quand l'orthodoxie scientifique émerge, poussant le rationalisme à l'extrême. Orthodoxie, ortho, c'est la façon droite, doxa, c'est la pensée, un courant. L'orthodoxie, c'est donc, de façon littérale, la pensée juste, si l'on veut. Que ce soit en religion, en science ou autre. La pensée juste qui amène, et là je dévie un petit peu de ce sujet de la vie et la mort, même si d'une certaine façon cela est relié. Car en poussant ce rationalisme à l'extrême, c'est à partir de là que l'on se met véritablement, à mon sens, à ne plus considérer la vie comme étant précieuse, mais comme quelque chose de froid, à comprendre, à analyser, à étudier en laboratoire, à disséquer. Il n'y a pas que du mal là-dedans, cela apporte des connaissances évidemment, mais ce n'est pas pour rien que l'Allemagne nazie était aussi en avance pour son temps. C'est parce qu'il faisait des essais sur la vie, des essais que peut-être d'autres n'auraient pas osé faire, ou en tout cas de manière moins ouverte. Je me suis égaré sans non plus l'être trop, je pense,
La vie a une valeur inestimable, tout autant que la mort. La vie et la mort sont liées. S'il n'y avait pas la mort, l'on ne pourrait pas apprécier la vie. C'est tout simple. Voilà un sujet qui m'interpelle, un sujet, je le disais, qui est très profond, mystérieux, subjectif, culturel, relatif à un lieu, une époque. Nos perceptions changent. Nos personnalités évoluent. La vie évolue, la mort évolue. Ce que je dis est tout simple. N'importe qui pourrait en dire autant. Et je pense personnellement que cet environnement dans lequel je me trouve actuellement, avec le son du vent, le cadre cosmique, le chant que j'entends, comme des criquets que j'avais l'habitude d'entendre en France avec les cigales. On voyage constamment à travers la vie, mais sûrement aussi à travers la mort. On comprend encore très peu ce qu'est la mort, et des entreprises comme Google, Alphabet, se retrouvent à étudier cette fameuse mort, mais pas nécessairement dans un but louable. Je ne m'exprimerai pas tant sur ce sujet, en particulier l'étude de la mort par Google, car je n'en sais à vrai dire que bien peu. Je ne suis pas membre VIP de la Silicon Valley chez Alphabet, AWS ou que sais-je. AWS étant Amazon, au cas où. Je disais, cet environnement, je pense qu'il me nourrit beaucoup. Observer les constellations, ces lignes imaginaires que l'être humain s'est mis à tracer dans le ciel. Cet environnement est propice à la création. Non pas seulement pour moi, encore une fois, mais pour une foule d'individus. Je ne m'aventurerai pas dans ce monologue que je compose au fur et à mesure, sans vraiment de restrictions, limites que je mets petit à petit. Je ne m'aventurerai pas dans ce qui est des origines de la vie, son apparition, sa disparition, et tout l'entre-deux. L'entre-deux, car la vie est-elle vraiment différente de l'expérience? Il y a l'acte de donner vie, de mettre bas, de donner vie à un enfant. Cet enfant ensuite, à qui appartient cet enfant? Qui, jusqu'à sa mort, a cet enfant qui va devenir un être accompli ou non, dépendant de son expérience, de ses phases. Cet être qui, du moment où il ou elle a été mis à bas, jusqu'au moment où il ou elle a rendu son dernier souffle, comment appellerait-on l'entre-deux? L'expérience est multiple.
elle est présente? C'est une question que je me pose à haute voix. Je réfléchis en même temps à ça. Les sagesses anciennes dont parlait notamment Dan Brown dans ses ouvrages, et non pas seulement, la sagesse ancienne se retrouve encore. Elle ne s'est pas perdue chez des peuples millénaires comme les Chinois, l'Empire du Milieu. Selon la NASA, un article que je lisais un petit peu plus tôt aujourd'hui dans la journée, la Chine, qui a été porteuse de nombreuses innovations dans les derniers millénaires, au niveau astronomique, ça aura été le cas également. Premier pays, premiers observateurs, observatrices des taches solaires, 2000 ans avant notre ère, 200 ans avant notre ère, c'était la comète de Halley qui fut observée en Chine, comète de Halley qui sera à nouveau visible en 1066, ce qu'on observe sur la tapisserie de Bayeux, durant la guerre qui oppose Guillaume le Conquérant aux Anglais, la guerre de succession pour le royaume d'Angleterre. Et bien sûr qui aura été calculé par le scientifique Halley, avec un H au début. Je vais mettre les sources en description. C'était la petite aparté astronomie. Astronomie car, oui, c'est cet élément qui est inspirant réellement, qui nous fait réaliser à quel point on est petit face à toute cette immensité. Et qu'aujourd'hui, aux dépens de la vie, on se met à cultiver une société de la mort, une société mortifère. Cela, bien sûr, n'est pas irrémédiable. J'ai personnellement confiance en la vie. Et si je l'ai, cette confiance, encore une fois, c'est que je ne suis pas le seul ou la seule. Dans mon cas, et tu vas comprendre où je m'en vais, dans ma tête, le cheminement s'est déjà fait. C'est que la petite personne qui s'exprime à travers son dictaphone à toi, c'est en cette nuit du 31 juillet, la petite personne qui s'exprime pour elle, mais aussi pour toi. Eh bien, c'est Étienne, parmi d'autres que je suis. Je me considère non-binaire et ça va m'amener dans un prochain podcast de l'heure lunaire à m'exprimer sur la masculinité et la féminité. Alors, je te dis à bientôt et salut. Je te souhaite d'avoir confiance en la vie plutôt qu'en la mort, même si les deux restent liés pour l'éternité. Ciao, ciao.